precisazione, gli adattamenti mi interessano per quella sovrapposizione tra la dimensione intermediale e transmediale, oscillerò costantemente nel discorso tra le due, ma anche per la dimensione interculturale che presentano. Acciol sottolinea il fatto che quando ci occupiamo di adattamenti non ci chiediamo soltanto che cosa viene adattato, ma anche quando e dove viene adattato. Quel quando e quel dove, quel contesto hanno un rilievo sostanziale e soprattutto in una prospettiva di lunga durata, dove forse prevale più la dimensione transmediale, questo elemento, diciamo, interculturale di indigenizzazione, chiama così Acciol, prendendo la prestito da Friedman, lo possiamo chiamare anche disambientazione, così lo chiama Elena Porciani, citando Gianni Celati di Alice disambientata, ma insomma è questa dimensione contestuale che vorrei tenere sempre presente, guardando appunto più agli aspetti semantici e culturali che a quelli semiotici e formali, che però stanno sullo sfondo e che rendono possibile anche l'interpretazione in chiave culturale e di significato. In questa l'ultima precisazione, in questa chiave mi interessa soprattutto guardare quei fenomeni in cui si assottigliano i confini, si gioca proprio sull'orlo fra i confini di configurazioni mediali diverse. In particolare gli adattamenti come trasposizioni intermediali si avvicinano, presentano delle analogie molto forti con le combinazioni intermediali, gli adattamenti e gli iconotesti. Mi interessa guardare gli iconotesti come forme di adattamento intersemiotico di racconti e di storie. Con gli esempi che però forse risulta un po' più chiaro, in particolare il primo esempio che ha un valore quasi protocollare di quanto ho già detto, un testo come quello di Alcott, Little Women, che può essere considerato come la somma di tutte le interpretazioni, riscritture e ripetizioni che ha dato vita dopo la prima pubblicazione nel 1868. Prima pubblicazione che però ce lo presenta sin da subito come un iconotesto, un testo illustrato con un'illustratrice di primo piano, diciamo, perché la prima appunto di una lunga catena con le edizioni illustrate, è la sorella dell'autrice, che peraltro è anche la controfigura che si intravede nel personaggio di Anne. Le illustrazioni della prima, tra le illustrazioni della prima edizione, proprio la prima immagine compare nel frontespizio e illustra un momento che è quello su cui mi soffermerò. Non posso naturalmente parlare di tutta l'avventura transmediale di un testo che ha avuto versioni di ogni tipo, da quelle appunto iconotestuali agli adattamenti radiofonici, teatrali, cinematografici, televisivi, eccetera. Mi soffermo soltanto su un segmento del racconto, quello che viene messo a fuoco di fatto da questa illustrazione, che ha una posizione lineare anche di primo piano. Questa scena illustra il momento in cui le sorelle March si stringono attorno alla madre alla fine del primo capitolo per ascoltare il contenuto della lettera che il padre ha inviato. In particolare le raccomandazioni che fa loro il padre, dettando un'agenda proprio del comportamento etico e morale che suggerisce di adottare alle sue figlie nel momento della sua assenza, e soprattutto è una lettera importante perché definisce appunto Little Women, quindi è un testo che ha un valore identitario e definitorio fondamentale.
Il fatto di metterlo a fuoco qui poi ha determinato tutta una fortuna, una persistenza, una ripetizione di quella scena nelle varie illustrazioni del testo. Oltre la lettera è importante perché nella narrazione, ecco, tra l'altro, fornisce tutta una serie di dettagli sulla collocazione delle sorelle, sui gesti che esse compiono, sulle direzioni degli sguardi delle protagoniste che definiscono la gerarchia dei rapporti familiari. Jo è sempre alle spalle della madre e il suo sguardo controlla la lettura del testo. Non è un dettaglio di secondo piano, non mi soffermo sulle illustrazioni, ma vado a guardare come questa scena rifatta nella maggior parte degli adattamenti cinematografici. Qua hanno messi in evidenza soltanto 4, ce ne sarebbero 2 che appartengono al cinema muto, che però sono di difficilissima di reperibilità, e quindi mi soffermo su questi 4. Quella al centro in basso invece una versione televisiva. L'ho inserita proprio perché il processo di disambientazione e di attualizzazione porta le sorelle a leggere una mail, non una lettera del padre davanti allo schermo, e ridisegna anche la configurazione della posizione dei rapporti fra le sorelle. Però è più brutto, quindi non mi soffermo su questo. Ma vorrei sottolineare non solo la persistenza di questa immagine, che ripeto potremmo verificare, la cui esistenza potremmo verificare anche in tantissime altre versioni, ma una persistenza che fa di questa immagine quasi che definisce la sua dimensione quasi comica della sorellanza celebrata nel testo, tanto che questa immagine persiste, si può ritrovare anche in altri testi che non sono adattamenti, rifacimenti, remake di Little Women. Vi faccio solo un esempio: nella serie TV Orphan Black, una serie thriller, science fiction di qualche anno fa, le protagoniste sono delle sorelle clone che alla fine, proprio nell'ultima puntata della quinta stagione, si ritrovano a leggere stavolta un libro scritto da una di loro che racconta la loro storia. La somiglianza nella postura, comunque l'eliminazione di un soggetto della madre è inevitabile dentro questo processo che non è un processo di adattamento ma semmai di referenza intermediale di citazione. Mi sembra particolarmente interessante soprattutto perché condensa in questa citazione e salda insieme 2 momenti in cui la scrittura diventa fondamentale per il processo identitario della relazione della sorellanza. Abbiamo visto quel primo momento in cui il processo identitario è quello diretto dalla voce del padre, però il contenuto di quella definizione di Little Women acquista significato soltanto nella narrazione che poi Jo farà nel libro dedicato a Beth, perché viene citato nella conclusione del secondo capitolo della saga di Little Women. Qui abbiamo appunto una saldatura dei due elementi e in un processo di self-empowerment che appunto attribuisce alla scrittura la definizione dell'identità, del legame, della forza del legame assolutamente diverso che queste figure raccontano e presentano. In realtà questo significato emerge anche per esempio nell'adattamento di Greta Gerwig, che insiste molto sul valore del libro, che costruisce una sorta di cornice metanarrativa nell'adattamento di Gerwig, ma
il senso si può apprezzare soprattutto se si vede, si osservano le variazioni che nei vari adattamenti clinici presenta questo elemento, questo sentimento narrativo relativo al libro pubblicato da Joe. Non soltanto nel testo nel film di Gerwig, è un libro che pubblica Joe con lei in primo piano, che contratta le condizioni di pubblicazione con l'editore. Negli altri film, a differenza del testo, è il professor Bear che permette la pubblicazione del suo libro e permette di realizzare il suo sogno e la sua vocazione. Non posso soffermarmi troppo, anche se è un testo che amo moltissimo e mi piace tanto, ma vorrei dedicare la seconda parte del mio discorso a un altro esempio. Il terzo, che è quello che vedete qui, lo riassumo molto velocemente, ma preferisco rimandarlo agli atti del convegno, perché il terzo esempio che farò è più complesso, soprattutto perché per questo faccio un po' di pubblicità alla rivista Arabeschi, dove trovate delle informazioni molto più dettagliate di quanto potessi dare io nell'ultimo numero appunto della rivista online Arabeschi. La cosa che mi aveva fatto scegliere quest'altro caso è che permette di verificare il processo di adattamento applicato a un segmento, a un testo descrittivo più che narrativo, che è quello delle città invisibili di Calvino, che affidano appunto tutta la loro forza alla descrizione di spazi definiti appunto intraducibili sul piano visivo. Però il paradosso è che quelle descrizioni hanno dato vita invece a una costellazione infinita di trasposizioni grafiche, pittoriche, architettoniche, fotografiche. Ho scelto soltanto alcuni esempi di ciascuna delle categorie che ordinano e catalogano le 77 città descritte da Marco Polo a Kublai Khan. Ma ripeto, voglio partire velocemente, mi scuso su questo, perché il terzo esempio, che è quello a cui tengo di più, è più complesso, ma è anche quello sul quale sto lavorando da diversi anni, che riguarda un caso apparentemente semplice, nel senso che l'adattamento di un personaggio è una cosa estremamente consueta. L'anomalia è che il caso di Marilyn, l'anomalia del caso di Marilyn è che si tratta di un personaggio che ha un carattere particolare, in quanto appunto si tratta di una star. Non è un personaggio reale, storicamente esistito, né quindi un personaggio che si radica nella dimensione della referenzialità, di un personaggio totalmente finzionale. La star, per definizione, e qua dovrei fare riferimento a tutta una serie di studi sul divismo, ma parto da uno dei riferimenti fondativi, che le star di Edgar Morin. Ecco, Morin sottolinea il fatto che la diva, la star, è un personaggio ibrido, è una figura ibrida che nasce dalla sovrapposizione dei processi di immedesimazione, di realizzazione performativa dei personaggi e contemporaneamente dal processo di trascendimento di questa incarnazione. Il personaggio della diva e i personaggi e i ruoli rappresentati si sovrappongono, si confondono, creano appunto tutta una serie di incastri, di
strutture, una sorta di polisemia intertestuale, la chiama, è strutturata, la chiama per esempio Richard Dyer, altro padre degli Stable Studies. Questo rappresenta forse la difficoltà maggiore, ma anche il fascino del volersi occupare di una figura così stratificata sul piano delle narrazioni. Qua mi piace fare riferimento a quanto dicono Alonge e Carluccio su Berlin, perché se in generale la Stasi è una figura in cui la dimensione dell'autenticità del Dio si sovrappone costantemente all'artificio della maschera della recitazione, ecco, Marilyn incarna all'ennesima potenza questa ibridizzazione, tanto da poter essere considerata la sua immagine proprio come una rete intertestuale, intermediale e transmediale, in cui convivono e si intrecciano tutta una serie di strati del palinsesto della sua immagine, dalle immagini fotografiche a quelle delle copertine dei rotocalchi che l'hanno ritratta, ai reportage dei suoi matrimoni o delle sue performance, alle locandine dei film, fino alle immagini della sua morte. E naturalmente tutto ciò, dicono Carluccio e Lolli, tutto ciò ha in comune qualcuno che possiede o possedeva da qualche parte un'esistenza reale, e una traccia di questo, un soffio vitale, resta al di là delle strategie di rappresentazione, delle convenzioni o intenzioni iconografiche che l'hanno in qualche modo catturato. Al centro ovviamente di questa rete, va detto, poi c'è il cinema e i film che ha interpretato. Ora, occuparsi di questo complesso palinsesto narrativo e mostrativo, questa immagine mitopoietica conosciuta nel mondo col nome di Marilyn Monroe, significa indagare gli adattamenti, le riscritture, le trasposizioni intersemiotiche di questo palinsesto, tenendo in considerazione non solo la continua confusione dei piani, fattuale, diciamo, e funzionale, né le retoriche che implicano il rimando a questa ibridazione, ma soprattutto implica il sapere che individuare i mitologeni fondanti che costituiscono le componenti fondamentali di questa narrazione, individuare non lo si può fare senza tenere conto della dimensione multistrato, palinsestica di queste narrazioni, che mescolano continuamente codici, linguaggi e immagini provenienti e veicolate da media differenti. Tutte queste narrazioni stanno sull'orlo della narrazione biografica, per lo più sono biografie che si definiscono tali, ma c'è tutta un'attenzione anche, cioè tutta una tensione anche biofinzionale che riconosce il bios come un limite irraggiungibile per svelare il mistero di una vita che ha tanto affascinato e prodotto sogni e fantasmi di ogni tipo. Io mi soffermo nel tempo che mi rimane soltanto su due esempi più importanti, secondo me, per verificare appunto le risonanze tra adattamento e iconotestualità. Qua avevo isolato alcuni appunto segmenti di questa narrazione multistratificata. Qui c'è la costruzione dell'icona, la costruzione consapevole
un'immagine filmica di un film molto noto, ma che poi ha infinite altre declinazioni, ma è possibile individuare anche la persistenza di una contronarrazione che oggi ha forse un certo successo, ma quando Marilyn si fa fotografare con i libri in mano in realtà non realizza e non ottiene lo stesso successo. Sugli adattamenti, diciamo, mi soffermerò tra pochissimo su due esempi che mi interessano particolarmente, ma non posso non citare, anche se di passaggio, il caso che ha fatto più parlare l'anno scorso, il film di Andrew Dominik, che risulta essere un adattamento dal romanzo di Joyce Carol Oates, Blonde. Lì è veramente molto difficile capire cosa, come e quando viene adattato il testo, perché è un testo già che consapevolmente, quello dico di Joyce Carol Oates, si presenta come una vita distillata in forma di romanzo, pur facendo riferimento a una bibliografia molto ampia di biografie di varie versioni della vita di Marilyn. Ma ripeto, la cosa che mi colpisce di più in questo processo adattivo compiuto da Dominik, che è tanto criticato, ha vinto il premio come film più brutto dell'anno, la cosa che mi colpisce è il fatto che rinunci alla narrazione multifocale di Joyce Carol Oates, adottata da Joyce Carol Oates, che è la soluzione che lei trova per mettere in scena, mettere in racconto, anzi, la dimensione multistrato della narrazione del personaggio di Marilyn. Ecco, Dominik la trasforma in una narrazione multifocale che tiene insieme tutta una serie di citazioni intermediali, di referenze intermediali che vanno dai film alle foto dei servizi più o meno famosi, e che danno un effetto di realtà, di imprigionamento del personaggio dentro la rete delle immagini. L'elemento che forse viene tratto con più, insomma, insistenza rispetto alle scelte fatte da Joyce Carol Oates è quello dell'ossessione dell'occhio, che insiste a partire dalla scissione identitaria che il personaggio di Marilyn percepisce nei momenti stessi in cui rinuncia al suo nome di battesimo per dare vita a Marilyn. Nella conclusione voglio soltanto accennare a due esempi, uno lo dirò molto velocemente, ma due esempi di narrazioni iconotestuali che mi sembrano particolarmente interessanti e che tra l'altro non ho ancora studiato, mentre nel caso di Blonde, su Blonde ho già scritto, su questo ancora non ho riflettuto abbastanza, ma mi sembrava interessante perché qui il testo per esempio di Stéphanie Syrah e Sandrine Rebel è una sorta di riscrittura biografica del momento in cui Marilyn scrive insieme a Bennett la sua autobiografia non autorizzata, lei non darà mai l'autorizzazione, verrà pubblicata successivamente. Bennett da ghostwriter diventerà collaboratore e oggi il testo My Story di Marilyn Monroe ha un coautore riconosciuto che è appunto Bennett. La cosa che mi interessa di più è proprio mostrare anche soltanto attraverso un paio di pagine come la struttura narrativa di questo iconotesto, ci sarebbe tanto da dire sulla risonanza, sul riferimento alla scrittura autobiografica di Manson, ma questo
magari lo preciserò in un secondo momento. Dicevo, la struttura narrativa è fatta seguendo regole cinematografiche, c'è la narrazione del presente a colori, quella in bianco e nero che presenta i flashback, i capitoli che traducono i capitoli di Maestoni della autobiografia. Ma nel farlo si utilizza tutto un palinsesto di riferimenti alle fotografie, per esempio come le foto scattate insieme a Gio Di Maggio, oppure ai filmati che ritraggono lei nella sua performance nel 1954 quando va in Corea per esibirsi a favore dei soldati americani che stanno lì a combattere. Due iconotesti che hanno una dimensione fotografica, fototestuale, al quale non posso parlare di fototesti perché sono sicura che Michele Cometa mi bacchetterebbe. Si tratta di libri fotografici, ma libri che utilizzano la fotografia anche in una dimensione narrativa particolarmente interessante. Questo è il diario di un fotografo, che è un fotografo che ritrae Marilyn quando ancora una pin-up e contribuisce a creare la sua figura vivilistica. È interessante perché accanto al diario viene pubblicato anche il dattiloscritto di lavorazione con i provini che raccontano la storia di come il fotografo ha creato un'immagine di Marilyn abbastanza inconsueta, con una serie di fotomontaggi che vedete qui e che secondo me sono alla base di uno dei mitologemi della narrazione mitologica generale di Marilyn, che è quella della leggerezza, dell'immagine di una leggerezza che sembra apparentemente e totalmente in contrasto con la invece opacità e con la presenza carnale della sua figura. Ultimo davvero, e chiudo con questo, un riferimento a Norman Mailer, che è sicuramente uno dei biografi di Marilyn più noti. Lui scrive una biografia appunto stampata e tradotta in tutto il mondo, che poi, però scrive anche una versione memoriale e finzionale al tempo stesso, mentre la biografia appunto in terza persona, anche se con degli inserti insomma fantasiosi che fanno parte appunto della poetica di Mailer. Nel caso del secondo libro si tratta di memorie immaginarie. Mailer torna sulla stessa storia provando a raccontarle in prima persona. Mi interessa soprattutto notare che entrambi i testi, per motivi commerciali, sono stati poi diffusi con le foto di Bernstein, poi invece l'altro con le foto di Norman Green, e quindi ne fanno un fototesto che risulta, a mio avviso, particolarmente interessante perché accanto alle foto di Marilyn ci sono le foto di altre vive. La fototestualità in questo caso è, diciamo, ha una funzione prevalentemente pubblicitaria, è una scelta economica evidentemente, però l'effetto di lettura è che l'unicità del caso di Marilyn nella serie di foto che accompagnano questo tentativo di storia in prima persona si trasformano in elementi che danno una sorta di paradigmaticità alla sua figura. Marilyn è l'emblema dell'eleganza, e non solo dell'eleganza delle donne, ma dell'eleganza delle donne in generale. Questo è il titolo della versione italiana. Per concludere, chiudo soltanto con il rimando a un frammento autobiografico di Marilyn, scritto realmente da lei, come si evince dai taccuini pubblicati 20 anni fa, che forse rispondono a questa esigenza, cioè di far parlare la vita in prima persona, cosa che non è mai riuscita a fare e che avrebbe voluto probabilmente. Grazie. Grazie molto Maria, è stata una ricchissima
un esame di questo sintagmo palinsesto visuale mi sembra veramente un'espressione molto pertinente. Je propose, comme on l'a fait avant, qu'on donne la parole à Sophie Jaussi et que Maria, vous attendez, j'espère, avec nous et on va regrouper les questions par la suite. Merci infiniment. Alors, je profite le temps que Sophie s'installe. Le temps que Sophie s'installe. Elle est déjà installée. C'est la technique qui ne s'installe pas encore. Voilà le temps. Non, mais tu peux laisser comme elle est là. Je vais me mettre là après pour parler. D'accord. Entendu. Très bien. Perfetto. Ok. Ok. Per passare, basta fare così. Sì. Maria, sei sempre con noi? Sì, È sempre con noi. Volume. Va bene. Je te présente comme ça. Voilà, les chaises musicales. Je reste juste avec le microphone. Alors, j'ai le plaisir d'introduire Sophie Jaussi de l'Université de Fribourg, qui n'est pas seulement la secrétaire avec énormément de mérite de notre association, mais elle est surtout, il faut le dire, je dis toujours, mais Sophie, elle est une chercheuse affirmée vraiment, et elle nous fait le plaisir de parler d'un sujet vraiment extrêmement intéressant en comparaison aussi avec ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant sur l'ekphrasis. Tu nous parleras de ekphrasis inside out, raconter les images médicales du corps interne. Et en fait, pour lier ce titre à sa biographie, Sophie est donc docteur en littérature française et comparée, maître assistante au département de français de l'Université de Fribourg. De 2020 à 2022, elle a également été postdoctorante au sujet du projet FNS par la voie des formes, médecine, art et expérimentation dans les revues pharmaceutiques des années 60. Le cas Sandorama, dirigé par Muriel Pic, qui malheureusement ne pourra pas être avec nous, je peux l'anticiper, et que je salue si elle nous écoute, ou qu'elle nous écoutera. Sophie a donc, là on voit déjà l'inspiration pour cette contribution, mais elle a aussi consacré sa thèse de doctorat à Philippe Forest, écrivain professeur, où elle a investigué sur l'autre côté du savoir par cette double identité. Alors, on se réjouit beaucoup de t'entendre, Sophie, et the floor is yours. Merci beaucoup, Ute, pour cette belle introduction et grazie mille a Marco Maggi e a Marta Pizzagalli e Luca Trissino per la loro calorosa accoglienza. Et je pense que mon italien va s'arrêter là, ce sera plus agréable pour tout le monde. Merci beaucoup de m'inviter à parler. En mai 2022, le public de Cannes a découvert De Humani Corporis Fabrica, le documentaire de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Par son titre, le film se plaçait dans la filiation du traité anatomique de Vézal, cherchant le lieu d'une rupture dans l'esthétique cinématographique, là où l'anatomiste de la Renaissance avait installé une rupture épistémologique. Un geste en partage entre art et science, celui de l'ouverture, mis en avant par le texte d'accompagnement du film. Il y a 5 siècles, l'anatomiste André Vézal ouvrait pour la première fois le corps au regard de la science. Ce documentaire ouvre aujourd'hui le corps au cinéma. Dans ce récit expérimental, la technique impose son point de vue pour, paradoxalement, nous rapprocher au plus près de l'organique.
un organique d'ordinaire inaccessible à nos yeux. Devant le caractère inédit du visuel et des perceptions induites, j'ai été curieuse des images verbales mobilisées par la presse pour rendre compte du film. J'en donne un exemple issu du journal Libération. Cet extrait illustre le changement de registre entre le cadrage de la scène médicale et le recours à l'image poétique pour restituer l'intérieur du corps. L'imaginaire convoqué intrigue microcosme du corps et macrocosme du monde, voire de l'univers. Les mots rendent compte d'une pénétration à l'intérieur de l'organisme, mise en scène à la manière d'une exploration, où la traversée de l'écran fonctionne à la fois comme une description, un élément matériel qui, dans les mots du journaliste, prend forme de météore, traverse effectivement l'écran, c'est-à-dire l'image, mais aussi comme évocation d'une bascule dans la perspective. Le météore bleu traverse l'écran, le crève entre photogénie et métalepse. Il mime surtout la trajectoire du regard des spectateurs et spectatrices qui passent de l'autre côté du miroir, dans le vif des entrailles, là où notre être biologique matérialise que son destin n'est pas très différent de celui qui guette les non-humains et l'ensemble du vivant. La toile d'araignée, suivie du verbe éplucher, comme on le dirait d'un légume ou d'un fruit, est là pour nous le rappeler. La démarche du memento mori se profile à l'horizon d'un passé projeté dans l'hypermodernité de l'image. Le visionnage de De Humani Corporis Fabrica est entré en résonance avec un chantier de recherche que j'ai entamé récemment autour de la représentation littéraire d'un fonctionnement interne aussi, mais plus spécifique, à savoir celui des processus de pensée. Dans ce cadre, j'ai rencontré un certain nombre d'ouvrages qui mettent en scène et décrivent des images médicales du cerveau, parfois en intégrant l'image elle-même en tant que document, le plus souvent en ne faisant que l'évoquer dans et par l'écriture, générant ainsi des références intermédiales ou intermédiatiques dont on nous a rappelé hier la différence avec l'intermédialité et la coprésence. Ces images m'ont posé des questions théoriques dont j'ai voulu élargir la portée pour ce colloque en ouvrant la focale aux images médicales du corps interne dans son ensemble. Je me situe donc au début d'une investigation, ce qui ne va pas sans remaniement progressif des hypothèses de travail. J'ai donc été obligée de constater, au fil des textes littéraires analysés, que la figure rhétorique de l'ekphrasis, cette action qui cherche à expliquer, exprimer jusqu'au bout l'objet qu'elle décrit, ne s'y trouvait pas aussi souvent que j'aurais pu le penser, ou en tout cas pas selon les modalités attendues. En me penchant sur des exemples issus d'un corpus de langue française et allemande, j'aimerais exposer quelques réflexions autour de cet inattendu et des raisons que je lui ai trouvées. Je ne commenterai évidemment pas tous ces textes en détail, on n'aurait pas le temps, mais c'est juste pour indiquer qu'il y a un saut temporel. J'essaye de passer du début du XXe siècle et de voir ce qui a évolué ensuite quand on arrive à l'autre extrémité du siècle. La première difficulté réside dans la nature des images décrites dans le corpus que j'examine et appelle quelques compléments. J'entends par images médicales du monde interne des images produites par des appareils de technologie médicale et plus précisément dans une visée scientifique, le plus souvent diagnostique, pronostique et ou thérapeutique. J'insiste sur le mode de production parce qu'une grande partie de l'histoire des images médicales s'écrit à partir de dessins et d'illustrations réalisées par des artistes. Ce n'est qu'à compter du milieu du XIXe siècle que les médecins commencent à se passer du travail artistique pour visualiser les contenus de leurs ouvrages et traités. On peut s'interroger sur les effets de survivance de cette inscription dans l'histoire de l'art jusqu'au cœur des documents en apparence les plus techniques. Cette hésitation est perceptible dans les textes littéraires où l'image médicale est parfois considérée comme relevant du champ artistique avant même que l'écriture ne l'esthétise par son traitement poétique. C'est le cas dans Der Zauberberg, où Behrens, le médecin-chef du Berghof, produit des Innenansichten, des prises de vue internes de ses patients, mais qu'il réalise également des portraits peints de certains d'entre eux, instaurant une connivence entre geste médical et artistique. Cette connivence est transportée à l'intérieur du cliché radiographique et même du processus pour l'obtenir, lorsque le docteur Behrens rassure le protagoniste, Hans Castorp, lors de sa première exposition au rayon X. Il n'y aurait aucune crainte à avoir car le procédé de mise à nu des intérieurs est tout à fait esthétique, es geht ganz ästhetisch zu, et que les énigmes révélées peuvent prendre place dans la galerie personnelle, Privatgalerie, du médecin technicien.
la menace diagnostique est voilée par le rituel et décorum bourgeois de la séance de pause. Cette indécision foncière en rencontre une autre dans la seconde partie de la définition que j'ai mobilisée pour circonscrire les images médicales du corps interne, la visée diagnostique. Si j'ai précisé la destination et l'objectif des images, c'est que les techniques d'imagerie peuvent tout à fait être utilisées par les artistes dans l'acte de création, voire par des professionnels d'autres champs, comme c'est le cas des historiens de l'art lorsqu'ils recourent au rayon X pour l'attribution d'un tableau. Ces différentes distinctions sont au cœur des enjeux définitionnels discutés à la croisée de l'histoire de l'art, des visual studies et même de la sous-catégorie des visual studies of sciences. Plusieurs lignes de démarcation ont été tentées, j'en cite quelques-unes, comme celle que trace James Elkins entre images artistiques et images that are not art, qu'il nomme aussi informational images, ou les contours plus précis que Horst Bredekamp donne à l'image technique, das technische Bild, ou encore la différence introduite par Sigrid Weigel dans le champ des images scientifiques entre celles qui sont produites en tant qu'images mimétiques et celles qui sont le résultat de procédés imageants, ces procédés qu'on nomme en allemand bildgebende Verfahren, et qui consistent, selon Weigel, non pas en une représentation, mais en une pure présentation, Darstellung. Ce sont, je la cite, des procédés de mesure et de visualisation de données qui autorisent des voyages d'exploration en des terres qui étaient jusque-là soustraites à la visibilité. Dans son ouvrage « Les formes du visible », Philippe Descola donne un exemple de la spécificité de ces procédés imageants lorsqu'il décrit le fonctionnement des techniques d'imagerie cérébrale dites non-invasives. Et on constatera au passage que cette expression contredit, en l'ignorant ostensiblement, l'imaginaire de l'intrusion qui a accompagné l'histoire de l'imagerie médicale depuis l'invention déjà lointaine de la radiographie, même lorsque l'appareil ne passait effectivement pas la barrière de l'épiderme. S'attardant sur l'exemple de la tomographie par émission de positons appliquée à l'étude du cerveau, le PET scan cérébral, Descola fait remarquer que le résultat du repérage n'est pas une image, mais un ensemble de données numériques qu'un système informatique traite ensuite au moyen d'un algorithme qu'il traite ensuite au moyen d'un algorithme de reconstruction afin d'obtenir des images. Il s'agit donc d'une opération de traduction-fabrication qui rend figurables les mesures numériques, elle en crée les conditions de visibilité, construisant une forme de corps pour les yeux. Et il faudrait se demander pour les yeux de qui ? À partir d'un matériau doublement chiffré. C'est à garder à l'esprit lorsqu'on étudie les modalités littéraires de rendu des images du corps interne, pour ne pas oublier que l'image donnée à lire dans le texte peut être sédimentée de plusieurs couches de sens appartenant à des langages différents. Manifestement, et c'est une évidence pour l'approche intermédiale, l'écriture introduit un trouble dans le rapport au médium lorsqu'elle fait référence à des images et a fortiori lorsqu'elle les intègre en son sein. Elle construit de l'image pour la pensée, elle est elle-même ein bildgebendes Verfahren. Mais cette intervention littéraire voile, dans ce cas particulier, le premier procédé de transposition qui préside parfois à la fabrication de l'image elle-même. Ces éléments me semblent tendre vers une caducité plus générale de la délimitation entre images artistiques et scientifiques, ce qui était déjà la perspective défendue par Giuseppe Di Liberti et Andrea Pinotti dans le volume qu'ils ont consacré en 2021 à ces sujets. Ce qui me frappe, c'est que ces discussions présentent des similitudes avec celles qui occupent les littéraires lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui peut constituer l'objet d'une ekphrasis. Pour rappel, l'ekphrasis concerne à l'origine une description d'objets, de personnes, de lieux, mais aussi d'événements, de façon si exhaustive que ceux-ci sont mis sous les yeux des lecteurs ou des auditeurs. Et c'est principalement depuis les analyses de Léo Spitzer que l'ekphrasis en est venu à désigner, de manière plus restrictive, la description poétique complète et vivace d'une œuvre d'art. Des controverses surgissent d'ailleurs régulièrement quant au champ d'application de l'ekphrasis, et cette récurrence est peut-être aussi le signe d'une évolution différenciée des fonctions et cibles de l'ekphrasis selon la tradition philologique et critique dans laquelle elle s'inscrit. Pour résumer, il serait simpliste d'échafauder l'hypothèse que les textes littéraires du siècle écoulé
n'usent pas de procédé ekphrastique complet et facilement identifiable, sous prétexte que l'image médicale du corps interne ne serait pas une image artistique. Mais alors, comment est-elle décrite, cette imagerie médicale qui oscille entre explosion de technicité scientifique et survivance artistique de formes et pratiques plus anciennes? Faut-il seulement maintenir l'idée de description ou dévier vers le verbe raconter, comme j'avais intuitivement décidé de le faire dans mon titre, introduisant par la même occasion un trouble dans l'idée même d'ekphrasis, dont l'une des caractéristiques est de mettre la narration en retrait au profit de la description? Serait-il plus juste, alors, de parler d'hypotypose, ce mode hybride entre narration et description, comme le formule Liliane Nouvel? Pour entrer plus en détail dans quelques extraits, il faut repasser par le moment fondateur de La Montagne Magique, non pas que le roman de Thomas Mann soit le premier texte à évoquer la découverte et l'application des procédés radiographiques, mais parce qu'il constitue la toile de fond sur laquelle toutes les tentatives ultérieures viennent prendre place. Comme si tout l'horizon des traitements littéraires de l'imagerie médicale était déjà contenu en germe dans les fantasmes de Hans Castorp devant les images ombreuses, fragmentaires et indécidables des corps internes, particulièrement devant celle de l'intérieur secret de Claudia Schoscha, un secret qui se lit dans les formes douces de son buste plutôt que sur son visage qui manque à l'image et qui figurait jusqu'alors, pour la pensée et pour la peinture, l'entrée privilégiée vers l'intériorité des humains. Ou encore dans la fascination angoissée de Hans Castorp aussi, face à la puissance pénétrante de cette lumière si particulière qui met au jour la mort tapie dans le corps une fois que celui-ci a été dépouillé de sa chair. Ce qui frappe, à comparer les pages du Zauberberg avec le traitement des images du corps interne dans des ouvrages bien plus tardifs du XXe siècle, c'est combien l'écriture de Thomas Mann pousse à son comble l'augmentation métaphorique des clichés radiographiques, comme si elle déterminait par avance le réservoir d'images poétiques. Et si je parle de réservoir, c'est que le jeu de clair-obscur, d'ombre et de lumière, par lequel les techniques d'imagerie font saillir certains éléments en laissant d'autres en deçà du figuré, ouvre des béances dans l'image évoquée par lesquelles le sens menace sans cesse de s'échapper. Faut-il alors combler par des images verbales les parties du document médical qui, sans elles, ne font pas image, ou du moins, j'y reviens dans un instant, qui ne peuvent pas être lues comme telles par ceux dont le corps est pourtant représenté en fragments dans les radiographies. Et je souligne en fragments pour remarquer au passage l'un des traits communs à toutes ces représentations, à savoir le morcellement du corps. Elle n'en donne qu'un détail, comme on le dirait, du détail d'un tableau. Seule exception, l'échographie fœtale en début de grossesse, comme le souligne Camille Laurence dans Philippe, le récit d'un deuil périnatal. Je la cite, sur les premières échographies, on l'embrasse entièrement, et on voit bien le jeu sur le terme embrasser, on l'embrasse entièrement, on voit déjà nettement ses épaules carrées, ses joues rieuses. J'aimerais noter aussi la présence de l'adverbe nettement, comme si la nature particulière de l'échographie, qui offre une vue de la totalité du corps, prenait à rebours l'indiscernable des autres images. Pour revenir à la fuite du sens, on trouve aussi chez le poète Dos Grünbein, à l'autre extrémité du siècle, un geste qui situe le lieu d'intervention de l'écriture là où quelque chose fait visuellement défaut, même si le désenchantement caractéristique d'un certain postmodernisme empêche évidemment toute dérive lyrique. Je n'ai pas mis le poème en entier sur la diapositive, c'était vraiment trop long. Mais il est magnifique. Dans le poème Vor einem alten Röntgenbild, devant une vieille radiographie, la tentative de description du crâne captée sur le négatif de l'image, où clignote aussi l'idée qu'une radiographie constituerait la négation ou le point de négativité d'une image, débute pourtant à l'endroit d'une fracture, im Knochen den Bruch. Cette brisure qui marque la fin d'une strophe et l'espace ténu d'où pourra sortir la suivante. C'est de l'ouverture dans l'os que pourrait aussi surgir le souvenir de l'accident qui l'a provoqué, même si l'usage du mot « souvenir » en français dans le texte a pour effet en allemand de faire disparaître le processus psychique de la mémoire, cette Erinnerung dont la présence aurait profondément modifié le sens du vers.
Ici, la radiographie est rabattue au rang d'une boule à neige ou d'un porte-clés, souvenir manufacturé où transparaîtrait peut-être une étincelle de nostalgie pour l'intensité affective des reliques. Comme chez Thomas Mann, le procédé technique a dépouillé la forme de l'enveloppe de chair qui lui donnait son aspect reconnaissable. Durch Bestrahlung ist alles Fleisch restlos beseitigt worden. Et le poème souligne les deux caractéristiques de l'image qui, peut-être un peu trop littéralement, la défigure, la sépare de son référent. Il s'agit du voilement, un voile, Schleier, pose sa blancheur sur la pellicule, et des multiples ombres interprétées comme autant de cavités et de trouées que l'écriture révèle plus qu'elle ne les referme, comme ce triangle qui B, Klaft, à la place du nez, ou les ténèbres de la bouche, aux coordonnées d'abysse, puisque c'est tout l'espace de l'univers qui s'y traîne. Durch den verdunkelten Mund schiebt sich das All. Mais ces taches aveugles, ou peut-être qu'il faudrait parler de taches myopes, pour y intégrer le flou d'un tracé où l'indice l'emporte sur la représentation, ne suscitent pas toujours de traitement qui chercherait à négocier avec l'opacité, comme si celle-ci avait pris en otage sens et lisibilité des formes. Tendanciellement, l'avancée chronologique dans le corpus révèle plutôt un retrait des procédés imageants de l'écriture, de la description et de la mise en récit des clichés chez les auteurs et autrices qui mobilisent ces derniers. Une hypothèse serait de considérer que la prolifération des images du corps, prise dans la production exponentielle des images manufacturées en général et circulant dans les réseaux de la modernisation capitaliste, provoque un appauvrissement de l'imagination sous le joug de l'image matérielle. Comme l'exprime Maxime Boïdy, l'hégémonie des industries globales de l'image aurait conduit à la disparition de l'image visionnaire. Cette tentative d'explication considère que l'espace visuel qui nous entoure et l'apprentissage du regard qu'il suppose déterminent aussi les conditions formelles des productions mentales. Une autre interprétation prend appui sur la nature des images techniques et sur une caractéristique définitoire de l'ekphrasis. Comme je l'ai déjà dit, celle-ci cherche en effet à rendre sans reste l'objet qu'elle décrit, elle tente de l'épuiser. Or, si ce type de description jusqu'au boutiste manque généralement dans les textes étudiés, la pensée peut tenter un petit coup de force en considérant que cette absence s'explique parce que l'image médicale s'érige elle-même en ekphrasis du fragment de corps qu'elle reproduit. Coup de force parce que l'ekphrasis est comprise d'ordinaire comme une figure de rhétorique et que ce saut interprétatif n'est possible qu'à l'entendre comme un discours visuel appliqué au corps qui devient l'image première. À ce compte-là, l'ekphrasis perd sa capacité intermédiale, on n'est plus face à des mots qui s'emploient à faire émerger l'image à l'intérieur du langage, mais devient une passerelle entre l'immédiat du corps et sa figuration médiatisée. Par sa mechanical objectivity, pour reprendre une expression de Daston et Galison, qui désigne par là des techniques scientifiques de figuration, dans lesquelles la part de l'observateur est réduite au minimum grâce à des dispositifs d'enregistrement plus ou moins automatiques, l'image médicale du corps interne peut alors prétendre épuiser l'objet physique qu'elle représente. La définition de l'ekphrasis fournit un argument supplémentaire lorsqu'elle précise que la description exhaustive a pour but de rendre visible l'objet représenté pour la personne destinataire du discours. Or, qui est le destinataire de l'image médicale technique si ce n'est le médecin ? C'est à lui que s'adresse le cliché ou le produit du procédé imageant, car lui seul est en capacité de voir, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il a sous les yeux. Cette dernière remarque impose la prise en compte dans la pensée de l'autre acteur de l'image médicale, à savoir les médecins, ces techniciens de l'invisible, comme les désigne l'autrice Griselidis Real dans le récit de son combat contre le cancer dans les Sphinx, et qui occupent de fait une place essentielle dans la plupart des textes examinés. Si l'on approche l'image médicale par sa visite diagnostique, qui passe généralement par l'identification d'une anomalie, il me semble qu'on peut appliquer à la lecture d'un cliché médical les développements de Barthes à propos du passage interprétatif entre symptômes et signes dans Sémiologie et médecine. Dans cet article, Barthes insiste sur le rôle du médecin dans le geste qui consiste à faire advenir du signifié là où il n'y avait que du symptôme, c'est-à-dire, selon lui, le fait morbide brut, dont la nature reste obscure, sans la conscience organisatrice du médecin.
convoquant Foucault, il ajoute que le signe, je cite, « c'est le symptôme en tant qu'il prend place dans une description. Il est un produit explicite du langage en tant qu'il participe à l'élaboration du tableau clinique du discours du médecin. » Les mots de Barthes révèlent bien le pouvoir qui est dévolu au médecin dans le dialogue complexe qui s'instaure entre regard, technique, discours et connaissance. Pour le dire plus naïvement, un jeu s'installe entre qui voit quoi, et même ici qui voit qui, par quel biais, qui comprend ce qu'il voit et qui peut en dire quelque chose. Si on accepte l'idée que c'est le médecin qui possède la compétence pour interpréter l'image médicale, on peut argumenter qu'il serait aussi le seul à maîtriser un langage pour en faire l'ekphrasis. Aujourd'hui, cette langue serait sans doute celle de l'expert, plus encore que celle du savant. Elle emprunterait au vocabulaire technique de la science médicale. On pourrait alors mobiliser les réflexions de Carlo Ginzburg sur l'ekphrasis et la connoisseurship, où l'historien rappelle la volonté de l'historien de l'art italien Roberto Longhi de refonder le genre de l'ekphrasis en chargeant la description de rendre non seulement l'iconographie du tableau, mais également son style pictural, en traduisant celui-ci dans des équivalences verbales. Ce serait quoi le style d'une image médicale du corps interne tel que je l'utilise ici? Sans doute un style qui mimerait le retrait de toute subjectivité, c'est-à-dire qui ferait tout pour effacer le point de vue, un style qui chercherait l'équivalent verbal de la mechanical objectivity. Pas étonnant que la littérature n'y voit pas un immense intérêt. Et d'ailleurs, à quoi cela pourrait-il ressembler? L'un des livres du corpus offre une piste qui est d'autant plus intéressante qu'elle exprime simultanément combien cette solution est insatisfaisante en la faisant intervenir en contrepoint du procédé narratif choisi. Il s'agit du récit publié par Annie Ernaux et Marc Marie en 2005 et intitulé « L'usage de la photo ». Les deux auteurs relatent l'expérience de leur histoire d'amour à partir d'un dispositif qui mêle récit et photographie, les photographies étant véritablement reproduites, ce qui démarque l'œuvre des autres livres analysés. Les clichés montrent tous ce qu'Ernaux nomme un arrangement né du désir, c'est-à-dire le tableau des vêtements et effets personnels des deux amants, tels qu'ils ont été abandonnés dans la hâte des corps avant le rapport sexuel. Chacun des deux protagonistes écrit sur et à partir de ces images qui fonctionnent comme surplus de réalité par rapport aux moments de jouissance physique, lesquels incarnent la scène invisible, convoquée dans le hors-champ du visuel. Mais ce qui m'interpelle au-delà de ce jeu entre traces, présence et absence, c'est la dialectique qu'Ernaux organise avec d'autres images, entièrement manquantes pour leur part. Comme l'autrice l'explique dès le prologue, l'histoire d'amour vécue coïncide avec son cancer du sein qu'elle nomme l'autre scène, celle où se joue dans son corps, absent des clichés, une lutte entre la vie et la mort. Arrivée à la fin du récit, cette phrase, cette absence du corps d'Ernaux sur les clichés, s'enrichit d'un sens supplémentaire. En effet, l'écrivaine note, je la cite, « Pendant des mois, mon corps a été investigué et photographié des quantités de fois sous toutes les coutures et par toutes les techniques existantes. » Et elle précise qu'elle n'a rien voulu en voir, rien voulu savoir de ce que les images produites auraient pu montrer de l'intérieur de son corps. Pourtant, dans la marge de la page, à l'orée du texte, quelque chose prend place qui pourrait bien ressembler à cette ekphrasis au style strictement objectif et faisant appel au vocabulaire technique de l'expert dont je parlais tout à l'heure. La liste. En note de bas de page, Ernaux énumère l'intitulé exact de chaque examen imageant, couplé à la partie du corps concernée. Objectivation ultime, puisque même les possessifs qu'on aurait pu s'attendre à lire devant les noms d'organes et de parties anatomiques ont disparu au profit de l'article défini et généralisant. Mais la subjectivité, elle est ailleurs, dans tout le reste du livre, et ce passage contribue à la mettre en relief. Dissimuler les images médicales du corps interne indique combien celles-ci absentent le corps intime et subjectif qui s'y trouve pourtant enfermé. Inversement, montrer des clichés d'amants où les corps sont absents indique combien ceux-ci sont présents ailleurs, occupés intimement à une autre chose qui convoque toute leur subjectivité. Cet exemple me permet d'exposer une dernière idée sur laquelle je souhaiterais conclure. À l'instar de ce que j'ai cru pouvoir déceler chez Ernaux, presque toutes les œuvres analysées présentent des stratégies de résistance contre l'effet objectivant de l'image du corps interne.
Une autre de ces stratégies prend la forme d'un déplacement de la description de l'image vers la description du processus pour obtenir cette image. C'est particulièrement frappant chez Hervé Guibert, où le long récit d'un violent examen fibroscopique dans le protocole compassionnel invite le lecteur à une identification avec le sujet de l'examen, à savoir Guibert, quand une ekphrasis de l'image obtenue aurait incité à s'identifier au médecin destinataire et déchiffreur de l'image, abandonnant l'auteur-patient à son statut de corps morcelé. Je n'aurai pas le temps de commenter cet exemple, pourtant extrêmement intéressant chez Guibert en raison de sa propre pratique photographique et cinématographique qui propose plus d'un renversement. Mais c'est suffisant pour esquisser combien un siècle d'intensification de la production d'images techniques du corps interne, un siècle de regards appareillés à l'assaut des imaginaires, a fini par faire apparaître des stratégies narratives et poétiques qui s'attachent à inventer et découper un nouveau partage du visible, pour détourner un titre de Jacques Rancière. Car c'est bien de cela qu'il s'agit et dont l'embarras autour de l'ekphrasis témoigne. Face à l'image du corps interne, à qui revient ce que les études visuelles nomment la compétence iconique et comment celle-ci est-elle négociée? Une scène du Zauberberg, j'y reviens, située dans un chapitre essentiel et qui s'intitule « Mein Gott, ich sehe », en livrait déjà une illustration au cœur même de ce verbe « voir ». À l'occasion de ces premiers clichés radiographiques, Castorp est invité par le docteur Behrens à examiner le thorax de son cousin Joachim. Alors que le médecin lui demande à plusieurs reprises s'il voit telle ou telle partie du corps à l'écran, vous voyez le diaphragme, vous voyez ces bosses-là à gauche, ces voussures, vous voyez les ganglions, vous voyez ces cavernes, Hans reste d'abord silencieux. Ce n'est que lorsqu'il aperçoit le cœur de Joachim que l'ébranlement le foudroie. « Ich sehe dein Herz », dit-il d'abord à son cousin, puis plus loin, « Jawohl, jawohl, ich sehe, mein Gott, ich sehe ». « Mon Dieu, je vois ». Un basculement essentiel a été opéré. Alors qu'on lui demandait s'il voyait quelque chose et qu'il peinait à répondre, restant du côté de ceux qui ne perçoivent et ne déchiffrent que difficilement des images qui ne leur sont pas destinées, Castorp change de position par un infime mouvement dans l'usage du verbe. Soudain, il ne cherche plus à voir quelque chose, il voit. Pour le dire en adaptant une idée de Barthes, de transitif, le verbe voir est devenu, pour Hans, intransitif. Pour un instant, Castorp est entré dans le rang des médecins voyants si proches de Dieu, mein Gott, et de son regard qui transperce l'intériorité des humains. Pardon. Voilà. Non, il est parti, alors qu'il est si chou. Merci. À l'autre bout du siècle, les récits tenteront plutôt le contraire en s'attaquant à cette répartition du visible où la figure du médecin, du scientifique puis de l'expert est seule dépositaire de l'action du voir, verbe intransitif, assignant les patients spectateurs à une place doublement aveugle. Ils ne voient rien et on ne les voit pas en tant que sujet, cette place n'est pas pensée. Ils s'emploieront à une nouvelle découpe des domaines du visible, à une démocratisation de la compétence iconique. Ils transitiveront autant que possible le verbe voir et veilleront à minorer l'autorité surplombante et invasive du médecin voyant au profit de sujets qui s'entendent sur les éléments à voir ensemble. Merci beaucoup. Vielen Dank, liebe Sophie, für den tollen Vortrag. Ich fand das fantastisch. Ich wollte nur es ist eine ganz direkte Frage an dich und an den Zauberberg.
Wie steht's also mit der Psychoanalyse? Darüber musst du jetzt auch noch sprechen, weil du es gestern angedeutet hast. Weil beim Zauberberg, es ist so offenkundig, also das sind ja die Leiden, die diese Leute plagen, sind ja nicht somatischer Natur, auch wenn man das, also das darf man primär nicht somatischer Natur. Und irgendwie, was ist das Verhältnis zwischen dieser Röntgenfaszination und dieser Neurozität, also im psychoanalytischen Sinn, die das alles irgendwie durchwirkt? Wie ist der andere? Krokowski oder so, den gibt's ja da auch. Und wie steht das in deiner, vielleicht auch historisch, es gibt ja da vielleicht auch Bezüge zu Freud und Krebs und so, das Gesicht bei Freud, glaube ich, war auch durch Röntgenstrahlen am Schluss und so. Aber du weißt das sicher besser und hast Interessanteres zu sagen. Aber vielen Dank nochmal für den Vortrag in jedem Fall. Oui, je réponds en français parce que je suis trop fatiguée pour répondre de manière pertinente en allemand. Merci beaucoup pour cette question. C'est une des choses que je commence à investiguer, c'est évidemment les différents liens entre les représentations du corps et ce qui peut en être dit et différents types d'intériorité. Dans la montagne magique, on a une espèce de mise en rivalité quelque part ou de conflit entre justement les médecins qui font les images du corps et qui donnent accès à une intériorité physique, mais où sans cesse les médecins prétendent que ça donne quand même accès à une connaissance beaucoup plus intime des patients. À un moment donné, Behrens dit à Castorp qu'il connaît Madame Chauchat de manière subcutane et que ça lui donne évidemment une connaissance absolument particulière de cette personne, d'autant plus intéressante que c'est ça aussi qui lui permet de mieux la peindre, c'est-à-dire de mieux capter quelque chose de son être en peinture. Et puis, il y a effectivement la figure du psy, que je dois encore investiguer plus parce que, comme d'habitude, je suis toujours tirée vers ce côté-là. J'ai essayé de d'abord commencer par l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue, même, j'allais dire anatomique parce que je mélange les choses, mais architectural, pardon, dans le sanatorium, le cabinet du psy et le laboratoire où sont faites les images sont en proximité, comme s'il y avait à un moment donné, c'est presque la pilule rouge, pilule bleue, dans quelle direction est-ce qu'on va aller pour essayer d'être traité. Il y a une espèce d'amour-haine, on voit la fascination évidemment pour l'émergence de la psychanalyse, mais on voit une très grande résistance par rapport à ça, en tout cas de la part du protagoniste principal, qui finalement a presque moins peur d'être pris en cliché radiographique que de dialoguer avec le psy. Mais évidemment que historiquement, il y a à la fois la psychanalyse, il y a les débuts aussi du cinéma, il y a évidemment toutes les questions narratives autour du flux de conscience, autour du stream of consciousness, enfin, il y a toutes ces choses-là qui dialoguent en fait, et qui de ce point de vue-là sont peut-être, il faut que j'arrive à voir comment ce dialogue se reconstruit, parce que je pense qu'il se reconstruit au début, à la charnière du XXIe siècle, de manière complètement différente, parce que les acteurs ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se reconstruit de ce côté-là avec les neurosciences. Merci beaucoup, Sophie. Je reprends les rênes de la modération. Je vois bien l'impatience suisse-allemande de aller de l'avant, mais je voudrais quand même juste situer, remercier les deux contributrices, conférencières, Maria Rizzarelli et puis Sophie Jossi. Vous nous avez apporté, je pense vraiment, maintenant cet élément supplémentaire qui arrive avec notamment la photographie. C'est très grand aussi pour Maria la présence de la photographie par le fotoromanzo et cette fabrication. Vous avez utilisé l'idée de palimpseste
qui fabrique en fait cette palimpseste visuel. Sophie, tu nous as présenté cet renversement de l'ekphrasis par l'image radiographique. C'est passionnant, de métaphores finalement, qui sont, je pense, les deux très puissantes de point de vue heuristique. Et je pense que pour avancer aussi dans le débat sur comment est-ce qu'on peut mettre en dialogue les arts visuels, les arts verbaux, c'est ça quand même l'enjeu du colloque. On a là deux propositions puissantes, vraiment l'une et l'autre. Merci beaucoup. Et alors j'ouvre le débat officiellement, si vous permettez. Et c'est pas grave, c'est juste que j'aimerais bien aussi, en fonction de la table ronde plus tard, remettre juste le débat en dialogue. Donc je vous appelle à poser des questions à Maria Pizzagalli, je dis Maria Rizzarelli, et à Sophie Jossy, s'il vous plaît. Oui, Nicola. Sì, io ho una domanda per Maria Rizzarelli. Mi chiedevo se come era possibile integrare in questa analisi anche... Mi sente? Adesso sì. Sì, allora mi chiedevo come era possibile integrare in questa analisi fattori ideologici e storici. Voglio dire, questa macchina che produce immagini, che generano altre immagini, uno potrebbe pensare così si produce senso, si apre a sempre nuove sollecitazioni. Ma se io penso all'esempio di Marilyn, mi sembra che comunque è possibile storicizzare questo incredibile successo della sua figura, collocarla nella situazione degli anni 50 in una forte vena di misoginia, perché tutto parte dalla sua straordinaria sensualità, ma che può essere pensata solo accompagnata dalla sua fragilità, che quindi formano una strana coppia. Poi anche questa idea di una Marilyn dall'innocenza quasi un po' fanciullesca, no? E poi questa misteriosa morte è la donna che viene sacrificata, no? Cioè lì si nascondono motivi ideologici complessi che poi del resto mi sembra siano rimasti determinanti fino ad oggi nella produzione di immagini intorno a Marilyn. Grazie. Grazie per questa domanda, perché mi permette di chiarire alcune questioni che ho lasciato sullo sfondo ma che sono fondamentali nello studio di appunto questa macchina mitopoietica. Sicuramente bisogna storicizzare. La cosa che comunque ci sono, cioè ho letto, studiato, sto studiando testimonianze che appunto giocano proprio su questi contrasti tra fragilità e sensualità, a partire da Morin, che di fatto sostiene proprio che l'originalità della storia di Marilyn sta proprio nel conciliare, cioè nel presentare caratteri assolutamente contrastanti, però rispondendo contemporaneamente a un bisogno di un pubblico che rispetto allo star system in quel momento si trova in crisi, quindi bisogna appunto vedere e collocare naturalmente le narrazioni nei vari momenti. La cosa che mi affascina di più è che sicuramente l'immagine, la storia, il mito di Marilyn sono il prodotto di una visione patriarcale, misogina, indubbiamente rispondono a dei bisogni di uno sguardo maschile, e questo è stato detto in tutti i modi già ampiamente. La cosa che mi sembra più affascinante è questo tentativo di reagire, cioè il tentativo di Marilyn attraverso varie strategie, tutte fallimentari. Come avevo accennato, una contronarrazione visiva, si fa fotografare con i libri in mano, oppure sposa un intellettuale,
questi elementi potrebbero risultare come strategie di riscrittura della propria immagine, come anche l'autobiografia. Poi l'autobiografia, insomma, ripeto, non soddisfa le sue esigenze, è un'autobiografia che ha l'impronta più favolistica che quella che avrebbe probabilmente voluto dare lei. Però la cosa che mi sembra interessante è che tutti i tentativi, questo lo dice anche Morenger, in effetti, tutti i tentativi che Marilyn fa di riscrivere la sua storia, di riappropriarsi di un'immagine che è stata prodotta da un sistema che non gli appartiene, che l'ha consacrata però che non gli appartiene, che lei vorrebbe appunto in qualche misura controllare, tutti questi tentativi vengono inglobati dentro la macchina mitopoetica, quindi anche le foto, anche il matrimonio con Miller e tanti altri elementi lievi, piccolissimi, tutti i suoi tentativi di diventare una grande attrice vengono tutti assorbiti da questa macchina mitopoetica, che naturalmente negli anni 50 significa una cosa, oggi significa altre cose, nel senso che ha prodotto tutta una serie di strategie di ricezione differenti che vanno studiate e contestualizzate una per una, però la cosa che stupisce è che quell'immagine continua ad affascinare, forse proprio questo è legato proprio a tutte le contraddizioni del mito di Marilyn. Non ho risposto veramente alla domanda, perché sarebbe abbastanza complicato mostrare poi come contestualizzare. Grazie. Altre domande? Andere Fragen? D'autres questions? Sì, una questione brevissima, complimenti, due bellissime relazioni. Una questione per Maria Rizzarelli, una richiesta di espansione di una sua affermazione che mi ha molto colpito, quando parla dell'iconotesto come forma di adattamento intersemiotico. Mi interessa molto perché detta sottovoce è un'affermazione che rovescia tutta una serie di assunti a partire da quella opposizione fra dinamiche, processi di combinazione intermediale in cui di solito noi collochiamo i fototesti e dall'altra parte dinamiche di rappresentazione intermediale dove invece di solito collochiamo le trasposizioni, gli adattamenti. Mi sembra che tu stia cercando un ponte fra queste due dimensioni. Sì, grazie, era proprio il tentativo che cercavo di fare, ma non per il piacere appunto di attraversare i confini, ma perché credo che in certi casi, come quelli che ho esposto, questi confini vadano, ma non attraversati, bisogna secondo me semplicemente forse comprendere che le categorie che abbiamo formulato funzionano, questo lo dice molto meglio di me già i generalisti quando ne parla. Si tratta di punti di vista, cioè se noi leggiamo un iconotesto come appunto una combinazione intermediale, cercando di capire come funziona la relazione tra le immagini in presenza e il testo, allora appunto ha senso chiamarlo combinazione intermediale. Se guardiamo invece l'immagine come una traduzione del testo, non sempre questi esempi, insomma, queste sovrapposizioni sono possibili. Mi riferivo al caso di Piccole Donne perché lì effettivamente quella traduzione visiva, illustrativa, poi ha una fortuna autonoma rispetto al testo, comunque poi si struttura in un certo modo anche nella catena di realizzazioni transmediali che quel segmento narrativo presenta. Non rinuncio assolutamente alla distinzione tra le categorie, questo lo vorrei precisare. Dico che in certi casi appunto gli iconotesti possono essere visti e studiati come appunto trasposizioni intersemiotiche, sono tentativi di restituire in immagine quello che è un testo. Io faccio sempre l'esempio dell'edizione registrata di Conversazioni in Sicilia con le fotografie di Luigi Concenzi. Quando Vittorini fa quell'edizione, lui dovrebbe fare una riscrittura in immagini del suo romanzo. E quindi vorrebbe addirittura che le immagini parlassero da sole, facessero a mano del testo, perché sono appunto il risultato dell'ultima versione possibile che lui dà del suo capolavoro. Però qua sto divagando, non so se ho risposto. Del resto, secondo me,
tutte e 3 le categorie possono intrecciarsi in alcuni casi. In casi più complessi, in casi appunto nei quali, come interessava a me, bisogna evidenziare gli elementi trasformativi del testo. Grazie. Basta? Sì. Allora. Merci à Sophie Jossy pour... Vous nous dites juste votre nom? Oui, je suis Linda Bisello. J'enseigne littérature italienne ici à Lugano. Et merci. Je voudrais poser une question à Sophie Jossy. Vous avez parlé d'une résistance de la part de la littérature face à la médecine. Il me vient à l'esprit un mouvement opposé, et c'est du roman de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, dans lesquels l'image médicale, particulièrement l'image cardiologique du cœur, l'électrocardiogramme en italien, je ne sais pas le transposer en français, devient la chiffre de la vie à part entière. Et le cœur, dont le ferment anatomique devient un résumé de toute la vie, dans les cicatrices du cœur, dans ses mouvements. Donc, il y a la figuration est à l'opposé. Non, l'image médicale comme une image mécanique et dishumaine, mais à l'opposé. Et après, une suggestion. Je ne sais pas si vous connaissez un très intéressant film du 1966 qui s'appelle Le voyage hallucinant. C'est l'image d'un submersible avec une équipe de médecins qui rentrent dans les corps humains et qui font la découverte. C'est très semblable et prophétique en ce qui concerne le film plus tard de Paravel. Merci. Merci beaucoup à la fois pour votre question et pour ce conseil. Je ne connais pas ce film. Moi, je dois dire que ma première association, quand j'ai vu De Humani Corporis Fabrica, ça a été le dessin animé de mon enfance, Il était une fois la vie. Même si, évidemment, les effets produits sont pas du tout les mêmes. Mais je vais aller voir ce film. Merci beaucoup. Concernant votre question, alors, je dois vous avouer que j'ai lu le livre de Maëlys de Kerangal il y a un certain temps, aussi en rapport avec les analyses d'Alexandre Geffen, Réparer le monde, voilà, puisque c'est sur ce titre-là et sur ce livre-là qu'il s'appuie pour ensuite élaborer son paradigme, on va dire, réparateur, thérapeutique pour la littérature. Donc oui, bien évidemment, on peut trouver le mouvement inverse. Il m'intéressait, moi, d'essayer de pousser, disons, cette hypothèse-là. Je pourrais peut-être faire une hypothèse sur le pourquoi c'est le mouvement inverse chez Maëlys de Kerangal. Peut-être parce que les exemples que j'ai choisis pour une grande majorité sont des exemples de maladies où où le combat pour la vie devient parfois un combat avec justement l'image médicale, avec le médecin. Alors que dans le cas du livre de Maëlys de Kerangal, qui est pourtant aussi qui est un roman, mais qui est un roman référentiel, qui est quand même qui part de quelque chose de référentiel, on est là pour... tout le monde lutte pour la vie. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de... Il n'y a pas de maladie. À l'origine, c'est un accident. Donc peut-être que ça change peut-être un petit peu l'idée. Et puis peut-être aussi que c'est raconter... L'optique narrative n'est pas la même dans la mesure où la personne qui raconte n'est pas la personne qui est touchée véritablement par l'image médicale ou par le procédé médical, puisque le cœur est transplanté à son fils.
Je sais pas, il faudrait voir. Mais dans tous les cas, bien évidemment, il y a aussi le mouvement inverse. Tout à fait. Merci. Merci pour la question, merci pour la réponse, Sophie. Je donne encore pour une dernière question la parole à Thomas Sonkeller. Merci, c'est en fait beaucoup plus un commentaire. Alors, merci Sophie pour cette très belle conférence, je trouve, qui prolonge une préoccupation que j'avais à un moment donné autour de Vézal, tu t'en doutes. Et en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à l'époque de Vézal, déjà, il y a une sorte de hantise qui est celle de la vivisection, c'est-à-dire de la possibilité d'observer le corps vivant. Il y a cette rumeur qui veut que Vézal ait été obligé de faire un pèlerinage à Jérusalem en raison d'une vivisection. Sujet qui est repris ensuite au XIXe siècle, par exemple par Petrus Borel, qui invente, dans ses nouvelles frénétiques qu'il écrit à ce moment-là, Champavert, donc la figure de Vézal, disons, anatomiste du vivant. Or, ce que tu nous montres, et je trouve ça absolument remarquable, c'est que si la vivisection était l'impensé ou le refoulé de l'anatomie, chez toi, c'est comme si c'était l'inverse. Désormais, avec les possibilités non invasives de faire des images du corps humain, ce qui devient le refoulé, tant bien que mal, est en fait la mort. Et donc, cette espèce de présence, tout à coup, de voir derrière les images du corps vivant déjà le cadavre en devenir. Donc en gros, le corps est toujours déjà un corps pour la mort, pour ne pas parler comme Heidegger. Ce serait une façon ici de mettre l'accent sur ce renversement. Donc à la fin du siècle, quelque part, ou début du 21e, il y aurait là une sorte de renversement. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose que je viens de dire. Oui, alors merci beaucoup. Évidemment, tu t'en doutes, je connais infiniment moins bien que toi le contexte de Vézal, mais je suis très séduite par cette proposition là aussi de renversement dans l'objet du refoulé. Je me demande aussi, mais je ne sais pas quoi en faire là maintenant, s'il n'y a pas aussi quelque chose lié quand même au fait que c'est maintenant la machine qui permet de voir le corps, alors qu'avant c'était quand même l'être humain. Donc je me dis qu'il doit sans doute y avoir quelque chose de ce côté-là, comme si le regard appareillé, le regard de la machine était plus porteur de mort et donc devait beaucoup plus être refoulé que... Je sais pas, je pense qu'il se joue quelque chose autour de la technicité, mais il faudrait... ou de la machine, de l'appareillage, mais il faudrait que je creuse. Merci beaucoup pour cette piste en tout cas. Ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est intéressant je ne sais pas qui a vu De Humani Corporis Fabrica, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les moments où on est... Je parle pour moi, mais c'était assez partagé dans la salle lors du visionnage. Les moments vraiment compliqués à voir, ce n'est pas les moments où on est à l'intérieur du corps, c'est le moment où on voit le passage entre l'intérieur et l'extérieur, et a fortiori si l'humain en question est réveillé. Donc c'était vraiment des moments où on se disait, mais on est en train d'entrer dans son corps et il est là, comme si sous anesthésie, il n'était pas là, alors que bien évidemment, oui. Donc quelque part, on retrouverait un peu la peur de... Voilà, il faut que le corps soit anesthésié pour que cette peur de la vivisection n'apparaisse pas. Je ne sais pas. Merci. Très intéressant, je donne encore pour... Oui, c'est juste 2 minutes. Liliane est extraordinaire, je te donne encore une petite parole parce qu'on est attendu pour 13 heures. Oui, c'est juste pour... No, ma non fa niente, abbiamo fino a 2:30 dopo, no? Si. C'est la jonction entre le début de cette matinée et la fin, c'est-à-dire entre le côté bookishness et la présence du livre-objet et Vézal. Et ceci, je signale, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais les ouvrages de Barbara Hodgson, peut-être vous connaissez, qui fait des romans avec à manipuler, ce que j'appelle le volume d'entour du livre, et un livre qui s'appelle The Sensualist, dans lequel il y a fort images, y compris, donc c'est sur les images du corps, à déplier, à ouvrir, à manipuler, et il y a une image de reproduction de Vézal, de la fameuse
fameuse ouverture des corps avec tous les mondes autour. Et il y a bien entendu des écorchés, il y a tout un tas de trucs, c'est extraordinaire. Et je parlais d'un autre livre rapidement tout à l'heure. Mais vous ouvrez le livre et il faut ouvrir les images, il faut les manipuler, il faut les tourner. Et donc c'est de la bookishness aussi. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, ça crée ce que j'appelle le volume d'entour du texte, qui pose des questions aussi qu'on m'a posé un jour sur, mais maintenant, bientôt, il n'y aura plus de livres, et il n'y aura plus de volume d'entour du livre. Qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Donc, juste, ça fait la jonction. Merci beaucoup, Liliane. Ça nous donne aussi déjà l'idée de ce qui va suivre. Donc, Maria, mi dispiace tanto che tu non puoi venire a pranzare con noi, grazie molto veramente di essere stata con noi e poi spero una prossima volta. Et donc j'invite le reste du public en chair et os de passer au pranzo en 3 dimensions et Marta va encore nous faire une communication. Merci beaucoup. Grazie. Il pranzo sarà in mensa, che è al piano inferiore, al secondo piano, e consisterà in un piatto del menù a vostra scelta e l'acqua della caraffa. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. Ciao.